Salut à tous, un petit mot sur le contexte de cet épisode bonus où on va parler de technologie EEG, donc c'est cette méthode qui permet de capter les données du cerveau, les ondes du cerveau, et qui nous permet de les utiliser, de les transformer en données utilisables par des ordinateurs. C'est absolument passionnant. Dans cet épisode, on parle de la manière dont la technologie fonctionne, vraiment très concrètement. On parle des utilisations qu'on peut avoir aujourd'hui et de ces utilisations qu'on pourrait avoir peut-être demain de manière vraiment concrète et très compréhensible. Donc j'espère que ça vous intéressera. Moi, ça m'a absolument passionné cette discussion. Et en fait, la manière dont l'épisode est né, c'est que c'est Ford qui nous a contactés pour faire un épisode sur le sujet. Nous, on y pensait depuis un moment, et notamment depuis l'arrivée de Neuralink, la start-up d'Elon Musk qui fait ça d'une manière un petit peu différente. Et Ford a cette technologie en recherche et développement pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des coureurs automobiles quand ils sont en train de faire leur meilleure performance. Donc, ils essayent d'analyser ce qui se passe dans le cerveau. Donc, c'est une technologie qui les intéresse, bien sûr. Et comme moi, ça m'intéressait aussi, je me suis dit, bah ok, vous pouvez sponsoriser un épisode spécial sur le sujet. Super, on va faire ça. Par contre, bien sûr, on a nous-mêmes trouvé les intervenants de manière complètement indépendante. On les a interviewés, on a discuté de manière totalement indépendante. Donc, c'est pas un épisode qui est produit par Ford, c'est un épisode qui est simplement sponsorisé par Ford et qui est produit par moi de manière indépendante. Donc, c'est important à savoir tout de même. Par contre, ça me donne l'occasion également de vous parler de leur nouveau podcast, le nouveau podcast de Ford qui s'appelle Dare to Create. C'est une série spéciale de 5 épisodes où ils explorent le futur de la technologie dans la course automobile, en fait. Et ils couvrent plein d'aspects différents. Ils parlent à des athlètes, à des ingénieurs, à des neuroscientistes, etc., etc. Et ils parlent de la manière dont le sport automobile, la course automobile est influencée par la technologie et où elle va et dans quel domaine ça peut avoir une influence. Donc c'est hyper intéressant. Si vous vous intéressez à l'automobile en général et puis bien sûr à la course automobile en particulier. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Dare to Create, c'est la nouvelle série podcast de Ford. Et moi, en attendant, je vous lance ce podcast sur l'EEG et sur la manière dont ça fonctionne. Grosse bise, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. C'est une émission où généralement on couvre l'actu tech, on parle de PC, d'internet, de tout ce qui fait l'actualité des technologies qui sont dans tout notre monde et dans tout notre quotidien. Mais aujourd'hui, on a un épisode spécial bonus où on va parler d'un sujet spécifique, l'EEG. Alors, qu'est-ce que c'est l'EEG ? J'espère qu'à la fin de l'épisode, vous pourrez répondre tous les auditeurs pourront répondre à cette question comme des pros. Mais c'est pas une technologie simple à appréhender. On a beaucoup de fantasmes, d'idées peut-être qui sont tirées de la science-fiction, auxquelles on va peut-être tordre le cou et puis peut-être donner des espoirs d'y arriver un jour. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui deux experts du sujet. On a d'un côté Diane Recco qui est chercheuse en neurosciences cognitives. Bonjour Diane. Bonjour. Et de l'autre côté, Johan Attal, qui est président, CEO, on va dire CEO dans la tech, ça fait plus buzzy, c'est bien, CEO de MyBrain, qui développe un casque qui est basé sur l'EEG, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, et qui accessoirement est docteur en imagerie cérébrale et traitement du signal, ce qui est important aussi. Bonjour Johan. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter peut-être un petit peu tous les deux pour que les auditeurs sachent à qui ils ont affaire. Diane, honneur aux dames, je vais te laisser te présenter en premier. Donc, qu'est-ce que tu fais dans le domaine de l'électroencéphalographie ? Alors, donc moi, je suis jeune chercheuse, je suis en phase de terminer mon doctorat. Je travaille au Centre des sciences du goût à Dijon, en neurosciences cognitives, donc, où j'étudie en fait la perception multisensorielle chez le nourrisson. Donc en fait, j'utilise l'EEG au quotidien pour mesurer la réponse cérébrale dans le cadre de la perception visuelle chez des nourrissons de 4 mois. Donc, Voilà. application assez concrète, même si c'est de la recherche fondamentale. Voilà, exactement. Et Johan, donc, toi, tu étais dans le domaine médical et puis tu es devenu start-upper, je crois, on peut dire ça ? Exactement. J'ai commencé comme Diane dans l'académique. Donc j'ai fait une thèse à l'Institut du cerveau et ensuite un postdoc. J'ai travaillé sur plusieurs modalités, notamment l'EEG. D'abord travaillé sur les AVC, sur la prédiction de la croissance des infarctus et ensuite sur
des méthodes pour travailler à la reconstruction de l'activité cérébrale en EEG et en magnétoencéphalographie. Parce que quand on parle d'EEG, c'est aussi bien parfois de parler de magnétoencéphalographie, on en parlera si vous voulez. Et ensuite, j'ai lancé MyBrain. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, bon, on a eu des termes un petit peu cryptiques, mais l'EEG, je parlais de science-fiction et un petit peu de fantasme. Peut-être que certains des auditeurs ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. L'EEG, donc l'électroencéphalographie, je vais essayer de faire une présentation super simple, et puis je vais me retourner vers vous pour nous dire exactement de quoi il s'agit. Mais ce que j'en comprends, j'ai un petit peu travaillé le sujet, c'est que c'est tous les moyens ou des moyens de lire et de transformer en données vraiment exploitables par des ordinateurs les signaux électriques qui viennent du cerveau, de l'activité du cerveau. Donc, de la même manière que ce qui me paraît central dans cette technologie, c'est la transformation en données informatiques. En fait, on a plein de moyens de transformer en données informatiques tout plein de choses, que ce soit des préférences, les activités des réseaux sociaux qui nous donnent des informations sur nous, ou dans des domaines de santé, il y a plein de choses aussi. Mais là, c'est l'activité du cerveau qui va être transformée en données exploitables pour mieux se comprendre, pouvoir comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on fait différents types d'activités, et puis étudier tout ça finalement, et peut-être ensuite avoir des actions ou agir sur les activités des gens. Bon, ça, je vais vous laisser expliquer ces choses-là pendant que pendant que les ambulances arrivent pour venir nous chercher du côté de chez Johan. Diane, est-ce que mon explication de moyen de lire et d'avoir des données sur les signaux électriques du cerveau, est-ce que c'est juste comme explication ? Oui, c'est une mesure de l'activité cérébrale directe, en fait. Donc, notre cerveau, c'est un gros organe qui est composé de plein de choses, et en partie des neurones, donc ces cellules spécifiques du cerveau qui fonctionnent à l'activité électrique, qui vont faire des décharges électriques et communiquer entre elles par un signal électrique. Et en fait, donc il y a plusieurs mesures cérébrales possibles, et l'EEG va utiliser justement la mesure électrique. Donc on va pas stimuler électriquement, ça c'est d'autres techniques qui vont le faire. Là en fait, on va vraiment poser des capteurs à la surface de la tête et pouvoir enregistrer l'activité cérébrale, l'électricité en fait qui va arriver jusqu'à la surface de la peau. Et donc, c'est vraiment la mesure la plus directe qu'on a pour avoir l'activité cérébrale. C'est marrant parce que quand on parle de mesurer l'activité électrique du cerveau, moi j'ai tout de suite l'impression que est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent jusque au-delà du crâne et puis à la surface de la peau ? Moi je pense à immédiatement la start-up d'Elon Musk, Neuralink, qui insère ces électrodes, j'imagine, dans le cerveau. Mais on arrive quand même à lire les choses simplement en posant, peut-être qu'on peut parler de comment ça se passe concrètement, c'est en posant c'est des électrodes, je me souviens plus de mes cours de physique. Oui, c'est ça. C'est ça, des électrodes, ok, j'ai pas dit trop de bêtises. C'est des électrodes sur le crâne, quoi, finalement. Oui, en fait, donc c'est des électrodes, c'est un mot ingénieux pour dire que c'est des capteurs, en fait. Des capteurs qui vont être très sensibles et qui sont spécialisés dans la détection du signal électrique. D'accord. Concrètement, peut-être, Johan, je te donne la parole aussi. Cette description, c'est effectivement la bonne. On va lire les signaux du cerveau. C'est un moyen de lire... Alors, je schématise beaucoup, hein, c'est vraiment les signaux électriques spécifiques. On a différentes longueurs d'onde, etc. Mais c'est pour lire ce qui se passe dans le cerveau, en fait. Voilà, l'EEG est une méthode, comme l'expliquait Diane, qui permet de suivre les flux d'informations que le cerveau se passe en interne en fonction de ce qu'il vit, de manière consciente ou inconsciente. Donc, notre état mental. Et l'EEG est une très bonne image du flux de nos états mentaux. On peut dire d'une certaine manière que l'esprit, c'est vraiment le cerveau en action. Donc quand on a cette mesure de cette dynamique, de cette action, on peut suivre ce qui se passe au niveau de l'esprit des gens. Ça, c'est un complément de ce que dit Diane, qui est quasi philosophique, mais c'est aussi fort que ça de faire de l'EEG, de l'électroencéphalographie. Alors, tu dis des choses effectivement qui sont assez à la fois, je dirais, enthousiasmantes, presque inquiétantes, et peut-être qu'on va en parler dans un petit moment. Mais je voudrais qu'on détaille la technique, c'est-à-dire que très concrètement, on a ces électrodes qui se posent sur le cerveau. C'est des sortes de bonnets avec des petites électrodes. Ouais, vas-y Diane, c'est des bonnets avec des électrodes, c'est ça ?
Oui, tu disais qu'on les posait sur le cerveau, on les pose Oui, sur pardon, sur oui, sur la peau, oui, voilà. sur la tête. On n'est pas encore dans la science-fiction comme ça. Alors après, oui, tu parlais de Neuralink, c'est ça, Ouais. qui fait des insertions directement dans le cerveau. Il y a effectivement des électrodes qu'on appelle intracrâniennes qui vont être insérées directement dans le cerveau. En général, donc c'est dans le cadre d'opérations à crâne ouvert, notamment je sais que ça se pratique auprès de patients épileptiques qui sont volontaires pour passer des expériences en plus sur pour qu'on puisse collecter leurs données cérébrales et qui du coup, puisqu'ils ont une opération à cœur ouvert, à crâne ouvert, on va pouvoir en profiter pour mettre des électrodes directement dans le cerveau et avoir des mesures un peu plus profondes, on va dire, au niveau de l'enregistrement, parce que comme je disais, en fait, l'activité de surface qu'on va capter avec les électrodes qu'on met à la surface de la peau, au niveau du scalp, on appelle ça comme ça, en fait, ça prend qu'une partie de l'activité cérébrale, celle qui arrive jusqu'à la surface, et c'est aussi on va dire, c'est le regroupement d'une activité qui provient de certaines régions, mais qui est, entre guillemets, un petit peu grossière. Si on veut faire des mesures un peu plus précises au niveau de la localisation de certaines structures très précisément, on va compléter avec d'autres techniques de mesure qui, elles, vont avoir l'inconvénient d'être beaucoup moins précises dans le temps. Ce qui est très avantageux avec l'EEG, c'est qu'on est sur une mesure en temps réel, vu qu'on est sur l'activité électrique, en fait, c'est de l'instantané. On est sur une mesure à la milliseconde près. Et donc ça, c'est un réel avantage, notamment pour tout ce qui est en temps réel, quoi. On va pas s'intéresser à telle structure, etc. C'est vraiment comment ça se passe là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ouais, donc on rejoint ce que disait Johan. Vas-y. Oui, juste pour compléter ce que dit Diane par rapport à la technique qui se fait aujourd'hui, pour le coup plutôt en labo, on reste sur des systèmes qui sont abonnés avec des électrodes, donc des petits capteurs qui sont des petites rondelles qu'on met sur le bonnet, et avec du gel de conduction, on va aller chercher cette activité électrique pour qu'elle soit plus facilement diffusée. Ça, c'est le contexte de base qui est utilisé aujourd'hui pour suivre des dynamiques cérébrales dans le cadre de l'épilepsie, du sommeil et autres. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'EEG, même en clinique, évolue. Et donc, les technologies de EEG, notamment grâce à toute la force de l'intégration électronique aujourd'hui, a vraiment été transformée, ou des choses qu'on peut faire chez MyBrain, avec des produits comme Melomind. L'idée, c'est de créer de nouvelles générations d'amplis, de capteurs, une nouvelle manière de gérer ces mesures avec des électrodes sèches. Il n'y a plus besoin de mettre des capteurs. Donc, toujours on gagne et on perd à chaque fois certains éléments. On ne peut jamais être aussi précis que d'avoir de l'EEG avec des capteurs à gel. Ça, c'est vraiment le top. Là, l'électricité est très bien conduite. Et donc là, on a une nouvelle génération qui arrive, comme ce que nous, on a pu faire dans un casque, qui est un EEG intégré dans un casque audio. Donc il y a différents types de technos qui sortent aujourd'hui. Donc il y a une transformation comme ça assez forte sur le mode de fonctionnement de l'EEG techniquement, de manière très simple. Historiquement, l'EEG, c'est un amplificateur qui amplifie l'activité électrique du cerveau à travers ces petits capteurs. On a besoin de raser la tête, d'enlever les cheveux pour mettre les capteurs, ou c'est pas la peine? Je veux dire, la version avec gel conducteur. Non, il faut se laver les cheveux après. D'accord, ok. Ça, c'est encore faisable. Donc, c'est un inconvénient important quand on fait des produits pour la vraie vie. Dans le monde de la clinique ou de la recherche, c'est pas très grave. C'est-à-dire que Diane, ils sont informés avant, ils savent qu'ils auront besoin de se faire un shampoing avant de sortir, ou alors ils mettent un bonnet en hiver. Mais sinon, non, on leur laisse leurs cheveux. Tout va bien. Donc les bébés sur lesquels tu fais tes tests, Diane, t'as pas besoin de tous les raser systématiquement. Mais non, parce que surtout à 4 mois, ils n'ont pas beaucoup de cheveux. Donc ça va encore. Okay. Et donc, Johan, ce que tu disais, c'est que la technique évolue. Alors, les différents types de capteurs ont différents avantages et inconvénients. Mais quand tu parles des capteurs secs, des électrodes sèches, c'est en fait des sortes de petits peignes en métal, finalement. On peut les décrire, qui viennent toucher le métal, viennent toucher le scalp et capter différemment cette activité cérébrale. Voilà, c'est ce que nous, on a développé plusieurs types de capteurs, dont un qui est exactement ce que tu viens de décrire. Il existe d'autres types de capteurs à électrodes sèches. Il y a vraiment d'ailleurs, c'est un champ de recherche à part entière.
des électrodes de différents types, polymères, de titane, de combinaisons de différents types de métaux, etc. Le capteur EEG à lui seul, il ne résout pas le problème. C'est-à-dire c'est un capteur, une manière de se poser sur la tête, donc sur la peau, à travers les cheveux, et ensuite d'être amplifié. Donc le EEG, pour rappeler quand même, ça a été créé par Ansberger en 29. Première mesure en 28 chez Animal. Donc c'est assez vieux. Mais à la base, ça reste un ampli. D'accord. Donc, grosso modo, on met un ampli avec un capteur qui peut être conducteur, donc du polymère conducteur ou du métal. Et aujourd'hui, on sait faire des amplis de manière assez intégrée, donc on peut aller très loin. Ce qui est intéressant après, c'est de voir toute la partie traitement du signal, puisqu'elle peut être facilement déportée dans du mobile aujourd'hui. C'est ce que nous, on fait, ce que beaucoup de gens font. Et donc d'être capable de travailler d'une manière un peu différente de ce qui peut se faire en recherche où on a le temps a posteriori de traiter les signaux, ou alors si on fait du temps réel, d'avoir eu le temps de traiter et de faire les bons algos, ce que nous on fait, des algos de pré-traitement pour bien nettoyer les signaux. Mais ça, c'est toute une sphère autour du traitement de l'EEG. Voilà. Justement, je pense qu'on a bien établi le fonctionnement, donc si on résume vraiment, c'est assez simple. Mais parlons un petit peu maintenant de ce qu'on peut en faire. Je vais me retourner vers Diane. Concrètement, avec l'évolution de l'informatique et de la technologie, bien sûr, il y a les téléphones mobiles, peut-être dans un contexte un petit peu plus grand public dont on parlera avec Johan dans un instant, mais d'une manière générale, même avec les ordinateurs, ça sert à quoi au final cette technologie ? Peut-être qu'on peut parler de ton travail spécifique, mais en général également. Qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça ? Oh bah, y a énormément d'applications. Il y a tout un champ de recherche en clinique que je connais un petit peu moins, je l'avoue, moi je suis plus en fondamental sur des sujets sains, tout simplement. Mais c'est bien de commencer par les bases, donc tu peux nous parler de ça. Ce qui est le plus connu, ça va être les études sur le sommeil, par exemple, avec les ondes, les rythmes cérébraux. Je pense que Johan pourra en parler un petit peu, vu qu'il disait qu'il avait fait un peu de médical et de clinique. Mais du coup, de mon côté, moi, j'utilise ça pour m'intéresser à des populations entre guillemets difficiles à tester en psychologie, dans la mesure où c'est des populations non verbales, donc chez le nourrisson. On peut pas, donc les études en psychologie, on va s'intéresser à par exemple, quand on s'intéresse à la perception visuelle, comme ce que je fais, on va présenter des choses sur un écran et demander aux participants de réagir à ces images-là, donc en répondant sur le clavier, par exemple, avec des temps de réaction, des détections, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec un nourrisson, par exemple. Je te confirme, j'ai un enfant de 2 ans, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais beau lui poser des questions, il ne me répondait pas. Ça lui a pris très longtemps, hein. Et donc nous, un moyen pour aller un petit peu plus loin dans ça, ou juste, parce qu'après, il y a d'autres méthodes qu'on appelle comportementales, où on va s'intéresser à des mesures indirectes de perception, comme le temps de regard, par exemple. Donc par exemple, un nourrisson est capable d'avoir un temps de regard différent selon s'il préfère ou pas une image, et ça peut nous apporter déjà des informations. Et donc, pour aller aussi un petit peu plus loin et comprendre au niveau du développement à quel âge certaines choses apparaissent, certaines capacités, certaines habilités, on va pouvoir faire des mesures cérébrales qui vont être beaucoup plus informatives et qui en fait vont pouvoir être plus facilement comparables avec des données au cours du développement, donc avec des signaux cérébraux chez des enfants, chez des adultes. Et donc voilà, là c'est une manière d'étudier ça. C'est-à-dire que concrètement, tu vas remarquer comment les nourrissons vont réagir et donc comprendre ce qui se passe dans leur tête grâce à l'EEG. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un enseignement que tu as pu tirer de ces études ? Justin, je suis sûr que tu en aurais beaucoup, mais un enseignement concret que tu n'aurais pas pu avoir autrement. Et par exemple, je travaille particulièrement sur la catégorisation visuelle, donc la capacité d'assembler les éléments ensemble, de considérer, donc par exemple sur la perception des visages, que d'une selle visuelle, les visages vont
solliciter une certaine activité cérébrale qui va être la même quelle que soit l'identité du visage. Donc vraiment cette représentation d'une catégorie, que c'est différent d'un arbre, d'une porte, etc., mais que c'est la même entre les gens, même si ces gens sont des personnes différentes. Et ben cette habilité-là, on a pu mesurer en contexte multisensoriel que déjà le bébé de 4 mois détectait les visages même dans des situations très naturelles et très rapidement, ce qui était plus difficile à montrer dans des mesures juste de réaction du comportement, parce qu'on est plus sensible en fait au niveau de la mesure. On est capable de montrer que le cerveau traite cet élément-là différemment d'autres choses. En fait, c'est ça qui va nous intéresser, la spécificité de ce signal-là. Et en fait, quand on a rajouté l'odeur de la mère du bébé, on a montré que la réponse était beaucoup plus forte, ce qui montrait que il y a une association au niveau du sens, le fait que l'odeur de la mère, ça évoque quelqu'un, et donc il va plus facilement détecter qu'il y a quelqu'un dans la scène visuelle. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et ça, c'est quelque chose, typiquement l'odeur, c'est assez difficile de voir des réactions, à moins que ce soit des odeurs désagréables. Les informations olfactives, les odeurs, on a du mal à mesurer en non-verbal en fait. Oui. Donc au niveau cérébral, c'est très intéressant de voir comment ça interagit avec d'autres types d'informations sensorielles. J'allais faire une plaisanterie sur les nourrissons et les odeurs désagréables et les réactions que je peux avoir, que j'ai pu avoir, mais on va éviter. Donc ouais, là on est dans le domaine vraiment de recherche fondamentale. Oui. Du coup, je vais poser également la question à Johan. Moi, en préparant l'émission, j'ai notamment discuté avec Ford, qui est le sponsor de l'émission, ils ont conçu, comme je crois que j'en parlais avant de lancer l'émission, un casque pour regarder ce qui se passe dans le cerveau des coureurs automobiles. Et ils se sont rendus compte qu'il y a des applications concrètes, que les meilleures performances arrivaient quand il y avait très peu de communication sur les ondes alpha, de communication entre les différentes parties du cerveau. En gros, ils étaient sur du familier et c'était les mêmes résultats que quand ils faisaient des exercices de respiration, de méditation. Ils étaient dans une sorte de flow et ils ont réussi à constater à quel moment les performances étaient associées à ce genre de choses, et ils voyaient que les ondes alpha étaient les plus faibles, donc moins de communication entre les différentes parties du cerveau, c'est-à-dire complètement concentré. Cette application c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe dans le cerveau quand on fait de la méditation ou quand on fait des exercices de respiration. C'est des applications relativement concrètes. Je crois que vous êtes un petit peu sur le même type de constatation chez MyBrain, et notamment, je te donne l'occasion de parler du casque MeloMind. Les applications du coup concrètes pour des utilisateurs, avec votre casque ou avec d'autres choses, ça peut être quoi concrètement ? Alors, concrètement, les applications qu'on a pu voir aujourd'hui, elles ont d'abord été principalement cliniques. Et d'ailleurs, la neuroscience au sens large, tu disais au début, commençons avec la base, qu'est-ce qui se passe chez un sujet sain. En réalité, la neuroscience, elle a beaucoup appris de sujets pathologiques. Quand quelqu'un, on lui a enlevé les hippocampes, qui gèrent en partie, qui est un hub pour la mémoire, on a compris comment la mémoire fonctionnait. Donc, dans les étapes, la partie pathologique et donc clinique, elle nous a appris beaucoup de choses dans l'histoire des neurosciences, qui est assez jeune en pratique. D'abord, il y a eu beaucoup d'applications, et encore aujourd'hui, il y a un potentiel énorme dans la clinique à différents niveaux. Nous, chez MyBrain, on travaille sur plutôt la santé mentale. Comment est-ce qu'on peut aider à avoir une médecine qui est non médicamenteuse et qui va aider à la personne de prendre un meilleur contrôle de ses propres ondes cérébrales qui sont impliquées dans son état de relaxation, sa gestion du stress et de l'anxiété. Donc ça, c'est une première application que nous, on a avec MeloMind, et qui est d'apprendre à renforcer la dynamique de certaines ondes cérébrales. Et ton exemple est très bon par rapport au sport, puisque, en effet, quand on va dans un état de relaxation, on va rentrer dans une première phase dite d'onde alpha, qui est une bonne image de l'état de relaxation. Puis si on commence à s'entraîner, on va augmenter ces ondes alpha, et puis ensuite on va redescendre dans un niveau qui est encore plus bas, des ondes θ, qui est un peu la limite avant qu'on s'endorme, les ondes delta. Et travailler ces différentes ondes cérébrales, et ce que je décris là est somme toute assez basique, c'est presque du Wikipédia, c'est déjà des premières applications.
Ensuite, Mais tu as c'est-à-dire parlé de que, plusieurs choses. je t'interromps une seconde, Vas-y. l'intérêt du coup de ces applications qui commencent à arriver, je me trompe pas, hein, ça commence à arriver au niveau technologique, on commence à pouvoir créer des applications grand public, tant au niveau matériel que logiciel. Tu parlais de l'analyse du signal qui est compliqué aussi, mais qui peut se faire sur les téléphones mobiles. On commence à arriver à ces étapes-là, mais là encore, comme on en parlait avec Diane, il y a certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire sans ces technologies, c'est-à-dire que c'est bien beau de savoir... oui, on rentre dans un état onde alpha, onde theta, etc. Mais si on n'a pas de quoi savoir dans quel état est notre cerveau, ça ne va pas nous servir à grand-chose concrètement. Et Exactement. c'est là que... Ouais, Il je y a, te laisse. il y a- il y a deux points que Diane a mentionnés il y a l'aspect physiologique. Comme je disais, l'esprit, c'est le cerveau en action. On va regarder l'action de ce cerveau électriquement et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Mais il faut corréler ça aussi avec le comportemental. Qu'est-ce que la personne dit qu'elle ressent? Donc il y a cet aspect pluridimensionnel qui est important à prendre en compte. Tu peux pas Le juste cerveau objectivement regarder ce qui se passe dans le cerveau et dire les choses sont comme ça, on n'est pas assez... Si, c'est pas bien assez sûr, objectif. bien sûr, mais il faut garder, et je pense que c'est là où c'est vraiment très très important de passer ce message, il faut garder à l'esprit qu'on travaille avec le système le plus complexe de l'univers. Donc en réalité, même quand on parle d'ondes alpha, c'est assez complexe, puisque les ondes alpha sont utilisées dans plein d'autres processus cognitifs, et donc il faut mettre l'utilisateur, c'est ce que nous on fait avec MeloMind, dans un certain contexte. On lui propose de s'asseoir, de fermer les yeux, de se mettre dans un état de relaxation, etc. Et donc on le met dans un contexte dans lequel corporellement il s'inscrit dans une dynamique dans laquelle son cerveau va générer certaines ondes et on l'entraîne à aller plus loin dans cette dynamique. Donc tu essayes d'éliminer les variables qui pourraient faire que les résultats seraient moins fiables. Ouais. Voilà. Et dire que le cerveau à lui seul va nous donner l'information, c'est possible, elle existe, mais dans un énorme bruit. Et donc, avec le temps, avec la quantité de data qui augmente, l'information, etc., on va pouvoir apprendre plus de choses. C'est ce qu'on fait un peu déjà chez nous. Et donc, on va vers ce type d'applications qui ont, d'ailleurs pas que en clinique, des applications déjà toutes simples, qui sont des applications d'aider les gens à, chez eux, prendre du temps pour apprendre à découvrir leur cerveau. C'est une sorte, le G, c'est un miroir de l'activité cérébrale. On se regarde, alors nous, on le fait à travers l'audio. Donc, on donne en audio la dynamique des ondes cérébrales. Et donc, les gens apprennent à se découvrir d'une certaine manière. Ils rentrent dans leur inner space, dans leur espace intérieur, et ils se rendent compte de ce qui se passe de manière intelligible avec un son sur un processus dont ils sont inconscients. Donc là, on arrive avec un niveau d'information qui est différent. Tu sais, aujourd'hui, on utilise l'ordinateur ou le téléphone avec un système périphérique, nos doigts, nos yeux, nos oreilles. Là, on vient apporter, grâce à l'EEG, une nouvelle dimension d'information intelligible, toujours via le système périphérique, mais sur un système qui est lui inconscient. Et ça, c'est toute la force de l'EEG. Concrètement, l'EEG, quand on disait en début d'émission, ça permet d'avoir des données, de lire et de transformer en données exploitables. Je dis on, mais c'est moi, donc je m'attribue la paternité de cette formidable explication. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, c'est une application très concrète à laquelle j'avais pas du tout pensé. En fonction de cette lecture des ondes du cerveau, de l'activité du cerveau, vous allez transformer ça en son, c'est ça que je comprends. Exactement. Et donc, ça va permettre, ça donne une sorte de sixième sens, j'exagère, mais à peine. J'aime bien l'idée. J'ai jamais osé le dire tel que, parce que je reste un scientifique dans le fond, mais ça donne une perception de l'activité cérébrale, quoi, voilà. Une perception concrète. C'est un outil qui va permettre à l'utilisateur d'avoir une autre information intelligible sur ce qui se passe dans son esprit et de l'utiliser pour s'entraîner, donc travailler sa plasticité. L'idée, c'est d'arriver à donner des outils. Tu vois, nous, on traite le problème du stress, qui aujourd'hui est majeur, chronique dans tout un tas toute la société occidentale a ce problème de manière importante. Mais parce qu'on met en place physiologiquement des processus pour traiter des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'urgence tels qu'ils ont pu être dans l'histoire de l'évolution de l'humain. Donc aujourd'hui, il y a besoin d'apporter des solutions aux gens pour qu'ils sachent mieux s'occuper de leur esprit et de leur cerveau. Et donc c'est ce qu'on propose. Alors tout ça, c'est des grands mots, et je mets des petits guillemets en disant avec le peu de connaissances qu'on a aujourd'hui en neurosciences, qui est déjà gigantesque, mais par rapport à la complexité du cerveau, ça reste encore petit. Mais, et c'est là l'important, en tout cas pour nous, une vraie valeur est de dire il faut garder un aspect scientifique. Donc ce que nous on propose, ce que j'ai décrit, doit suivre le process expérimental que Diane a décrit, tel qu'il serait fait dans un laboratoire de recherche. Typiquement, nous on a à cœur d'être transparent sur ce qu'on fait et aussi de dire voilà, on l'a montré que quand vous entraînez votre cerveau avec ce produit, eh ben ça marche, c'est plus efficace qu'un effet placebo.
Et ça, c'est essentiel. Beaucoup de gens aujourd'hui proposent des solutions sur le cerveau qui sont soit un peu farfelues, soit très marketing, parfois très sérieuses. Et il y a pas mal de gens de plus en plus sérieux dans ce domaine qui arrivent, parce que c'est un potentiel important. Le flow, par exemple, tu parlais du flow chez les sportifs, Ouais, je pense à ça pour les joueurs. Les joueurs connaissent ça aussi. Voilà. Quand on joue à des jeux vidéo, parfois on rentre dans un état de conscience un petit peu, pas différent, mais enfin qui est particulier. Modifié, ouais. Ouais, où on est complètement dans l'activité qu'on fait. On met sa réflexion consciente presque de côté. Et ça, on peut l'analyser grâce à des outils de ce type. Tout à fait. Ce qui me plaît beaucoup dans cette discipline, c'est que ça donne accès à des données. On l'a vu, la tech, dans certains domaines de la tech, c'est beaucoup ça. C'est avoir accès à différentes données, savoir, quand on dit la connaissance est un pouvoir, vraiment là on est en plein dedans, c'est un horizon qu'on ne connaissait pas, auquel on n'avait pas accès, que l'EEG permet de mettre à disposition du grand public. Et donc, ce qu'on fait de ces données après, ça peut être plein de choses, comme par exemple le fait de transformer ces données en son pour pouvoir les percevoir. C'est une application hyper intéressante. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquelles vous pourriez penser ? Diane, je t'ai entendu tout à l'heure acquiescer sur une des choses que disait Yoann. Est-ce qu'il y a d'autres applications concrètes pour le grand public ? Je sais que ce n'est pas ton domaine, mais est-ce que tu peux en imaginer, ou même est-ce que tu en connais qui soient disponibles aujourd'hui ? Alors oui, donc moi je pratique pas le neurofeedback, donc c'est comme ça que ça s'appelle. On fait un feedback en fait sur l'activité neuronale par plusieurs moyens. Donc Yoann utilise des sons. J'avais vu d'autres applications avec c'était un jeu éducatif pour les enfants hyperactifs. Où justement il y avait ce principe de neurofeedback qui était intégré en fait dans le jeu, et le jeu s'adaptait en fonction de l'activité de l'enfant. D'accord. Voilà. Donc oui, on peut avoir une réaction directe à l'activité cérébrale qui peut être plus précise que d'autres types de signaux. Oui, c'est le produit Koala, permet de diminuer les troubles de l'attention chez les enfants hyperactifs. Ouais. Voilà, ça devait être ça, oui. Il y a quelque chose qui me revient forcément à l'esprit parce que je suis un petit peu un geek, mais quand je pense, et j'ai évité très soigneusement de parler de ces fantasmes jusqu'à maintenant, mais on a bien établi les bases, donc peut-être qu'on peut se lancer, je pense à l'EEG, à la lecture des ondes cérébrales. Je vais penser à deux choses. La lecture dans les pensées. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de choses aujourd'hui ? Et puis, le contrôle par la pensée. Je sais qu'il y a des expériences qui sont faites parfois avec un certain niveau de succès pour contrôler des inputs, des souris en informatique ou des claviers, ce genre de choses. Est-ce que c'est la réalité, ça, ou c'est vraiment dans le domaine du fantasme ? La lecture dans les pensées, les deux sujets de la rédaction, lecture dans les pensées et contrôle par la pensée, on y est, ou est-ce que c'est quelque chose qui est à plus long terme, et puis on pourra parler effectivement du plus long terme plus concrètement. Yoann, puisque tu es plus dans les applications peut-être ? Sur la lecture, en fait, les pensées déjà, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à définir. Donc lire quelque chose d'extrêmement difficile à définir, ça sera toujours très difficile. Donc aujourd'hui, c'est clairement pas possible. Dans le futur, dans une certaine limite. Et je donne un exemple simple. Il y a une étude qui a été faite déjà il y a une bonne quinzaine d'années par un chercheur en IRM, pas en EEG, mais ça pourrait être fait en EEG, qui lisait dans les pensées et qui allait décoder le type d'image qui était présenté visuellement à un utilisateur. Parce qu'il avait appris une machine avant en montrant le même type d'image, des chaises, des arbres, etc., en regardant son système visuel primaire. Donc c'est une réponse compliquée, mais par rapport à la conscience, ça l'est un peu moins. Et donc, il pouvait après décoder, puisqu'il avait appris à la machine, qu'est-ce que la personne est en train de voir. Ça commence à exister, c'est possible, et ça existera d'ici quelques années. Mais c'est loin d'être tes pensées, ou encore moins ce que tu peux commencer à projeter ou à décider. Enfin, derrière les pensées, il y a tout un tas de processus cognitifs très complexes, la décision, la motivation, les rewards. Enfin, c'est gigantesquement compliqué. On peut même pas percevoir le... C'est très fantasmatique. On peut même pas percevoir l'état d'esprit, savoir si quelqu'un est plutôt triste, plutôt content. Ça, oui. Même ça, ça quand même. Ça, c'est différent. Voilà. Mais ça va être peut-être tu veux répondre sur ça, tu travailles Diane dessus. Tu peux. Je te laisse la parole.
Alors oui, donc tu as parlé un petit peu de decoding. Effectivement, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée, qui est basée sur des modèles statistiques. Donc effectivement, on va prendre une partie des données qu'on collecte chez un pool d'individus, qu'on va passer dans un système qui va en extraire les régularités pour comprendre, en fait, quand on a présenté ça, le signal cérébral correspondait à ça. Et en fait, après, on va tester, le mettre à l'épreuve en lui donnant d'autres activités cérébrales et en lui disant, du coup, retrouve à quoi ça correspondait. C'est un peu ça le principe du decoding. Et donc ça, c'est quelque chose qui est passionnant et qui passionne beaucoup de chercheurs. Moi, en perception visuelle, c'est un champ qui est en train de gagner beaucoup d'ampleur. Mais comme disait Johan, effectivement, on va être quand même assez loin aujourd'hui encore d'en fait, ça correspond pas à lire dans les pensées. Ça correspond à éventuellement comprendre, retrouver qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu à ce moment-là. Et aussi, la limite de ça, c'est que pour l'instant, on arrive assez bien à le faire pour les données d'un individu, pour voir qu'est-ce que ces données montrent, mais on n'arrive pas trop à croiser entre les individus. C'est-à-dire, si l'ordinateur s'est entraîné... En fait. Voilà. En fait, chez moi, telle image, elle va évoquer tout un nombre de choses qui vont se transmettre dans mon signal cérébral. Si l'ordinateur, il apprend avec moi, il ne va pas forcément trouver la même chose quand il va lire ton signal à toi. Faut encore l'entraîner spécifiquement pour chaque personne. Je suis sûr que le jour où Facebook et d'autres marketeurs trouveront ce type de moyens d'avoir des données sur nous, ils trouveront de quoi en faire quelque chose. J'en doute pas. Facebook a monté un lab pour ça. Hein. Facebook a monté un lab il y a 2 ans pour ça. Ça me surprend pas du tout. D'ailleurs, Mark Zuckerberg avait fait un tweet en disant on va faire écrire les posts par la pensée. Bon, ça n'arrive toujours pas. Mais... Bon, pas encore, mais peut-être un jour. Mais justement, le contrôle par la pensée, ça pourrait... Enfin, moi, encore une fois, dans mon esprit d'ignorant, je me dis, bon, si on peut réussir à capter l'activité du cerveau, est-ce que je peux entraîner mon cerveau et les capteurs pour dire quand je pense à ça, ça va vers le haut, quand je pense à ça, ça va vers le bas, et du coup contrôler, je sais pas, une souris ou un truc comme ça, ou une manette pour ma Xbox, histoire que je puisse être plus performant dans les jeux. Est-ce que ça, c'est du domaine du possible aujourd'hui, ou là encore, c'est pas assez précis, ou c'est pas tout à fait... Ça fait longtemps que c'est possible, mais comme tu viens de le dire, c'est pas encore assez précis, et comme l'a expliqué Diane, c'est très dépendant des différents classeurs de classification des états. Donc il faut bien entraîner la personne, et puis une personne, même son propre état émotionnel évolue, donc tu l'as fait retester 1 mois après, il y a un petit peu d'apprentissage à refaire. Et il y a un autre élément qui est le temps de latence. Il faut pouvoir décoder, faire du decoding temps réel pour contrôler quelque chose avec le EEG. Aujourd'hui, ça nécessiterait en fait d'avoir beaucoup de capteurs pour avoir un niveau de classeur mathématique très très performant. Donc avec des choses du grand public, c'est un peu plus difficile, ou alors il faut être vraiment sur des choses très précises dans le système visuel ou auditif dont la réponse est assez générique à travers les gens, peu variable, mais même là, ça reste encore très complexe. Donc oui, c'est pas forcément plus performant que d'utiliser un eye tracker qui va être beaucoup plus rapide et qui va avoir une réponse très 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 bonne et rapide. Ouais. Si tu fais ça en EEG, tu as toute l'histoire de la classif, etc. et de l'apprentissage. Maintenant, l'idée aussi, c'est que tout ça, c'est une question de data. Donc potentiellement, dans 15-20 ans, la quantité de data sur l'EEG va évoluer. Et plus tu as de data, et si les conditions sont bien posées en termes de paradigme expérimental au démarrage, dans le contexte dans lequel tu mets la personne, tu diminues la variabilité aussi. Donc il faut voir à quelle vitesse vont aller les différentes choses. Juste une petite parenthèse sur une chose que tu as dit tout à l'heure qui est, je pense, intéressante dans la partie décoder les pensées. Tu as mentionné les émotions. Est-ce que c'est possible de savoir si les émotions sont plutôt positives ou négatives? Alors, ce n'est pas lire dans les pensées, mais ça existe. Et c'est des marqueurs, des biomarqueurs qui sont plutôt stables à travers les gens. Donc, sans même avoir un apprentissage en amont, on peut déjà donner ce type d'informations. Nous, on le fait pour différentes sociétés pour lesquelles on fait du conseil. Et c'est des éléments qui, aujourd'hui, sont plutôt stables. Après, quand on va un peu plus loin dans la lecture des émotions, et Diane, c'est le cœur de son travail, donc je te donne la parole là-dessus, tu as sûrement beaucoup plus de choses à dire que moi, mais ça devient plus complexe. Donc ça dépend jusqu'à quel niveau on veut avoir une certaine lecture. Voilà. Et du coup, est-ce que la tendance, on va peut-être tu parlais de 15 à 20 ans, si on
observe la tendance, est-ce qu'on est en train de se dire que les choses vont se préciser dans les 5-10 ans et que ça va pouvoir donner des applications concrètes? Et même d'une manière plus générale, on va conclure là-dessus, vous qui suivez ces domaines de très près, quelles applications vous pourriez voir dans les 5 à 10 ans à venir, on va dire, qui pourraient être vraiment intéressantes pour le grand public, donc une application vraiment concrète de cette captation de données cérébrales. Je ne sais pas si Diane, toi, tu fais de la recherche, donc peut-être que tu verras les choses qui se passent à 5-10 ans, mais... Moi, après, donc là, comme disait Johan, je suis sur les modèles à l'ancienne en EEG, donc avec le gel, le bonnet qui est fourni d'électrodes, qui nécessite forcément d'être lié à son amplificateur, à l'ordinateur, etc. Donc c'est quelque chose de pas très transportable. C'est quel volume ça, un amplificateur? Bon, un ordinateur, c'est un ordinateur normal, mais amplificateur, tout ça, c'est une petite boîte ou c'est un frigo? Oui, non, c'est une petite boîte, c'est pas grand-chose. C'est juste qu'en fait, on utilise des systèmes qui ont 32 ou 64 électrodes. Donc ça correspond à de la haute densité, mais il y a des bonnets qui vont beaucoup plus loin. Ça va jusqu'à 256 électrodes pour avoir les meilleures densités. Après, bon, sur les têtes des bébés, 32, c'est déjà pas mal. Là, on va passer à du 64, ça va être bien. Mais donc voilà, c'est des petites boîtes en fait où en fait chaque électrode a son petit câble et on le connecte de l'autre côté pour avoir la sortie spécifique à chaque capteur. Et donc voilà. Alors après, il y a pas mal de systèmes portatifs qui sont développés aussi pour la recherche, pour pouvoir faire des choses. Alors je sais qu'il y en a pas mal dans le sport notamment, pour être en plein air avec des petits boîtiers, etc. Mais en général, de ce que j'ai vu, on est plutôt sur une plus faible densité de capteurs, donc moins de capteurs, ce qui va être moins intéressant pour ce que je fais précisément. Et après, on est sur des coûts assez élevés sur des systèmes comme ça, et donc c'est un peu compliqué à mon échelle d'imaginer avoir ça, par exemple pour une étude il me faut une vingtaine de bébés, donc avoir une dizaine de systèmes et les amener chez les parents pour faire les trucs en même temps. Enfin voilà, moi le faire en labo ça me convient là pour l'instant, mais imaginer avoir des systèmes plus sensibles, plus précis, ça serait une bonne évolution pour ça. Pour la recherche fondamentale, effectivement, on est sur plus de précision toujours dans les domaines, dans les fonctionnements et les configurations que tu as déjà. Du coup, c'est à Johan que je vais poser la question. Pour le grand public, à 5-10 ans, qu'est-ce que tu peux imaginer comme application qui pourrait... Moi, ce que je cherche, c'est de la même manière que, on va schématiser, les smartphones ont amené l'informatique au grand public, vraiment au sens très 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 large, et ça a permis de faire énormément de choses. Est-ce que le G pourra être développé de manière à avoir des applications qui vont vraiment impacter la vie au quotidien de certains de nos auditeurs dans un horizon 5-10 ans, peut-être même plus? On peut rêver un petit peu, t'es pas obligé d'être super strict. Je suis complètement aligné avec ça, c'est même la mission de la boîte qu'on s'est donnée. L'idée, c'est de créer des solutions qui vont impacter demain les gens réellement, avec des solutions simples d'utilisation, efficaces, mais qui intègrent des niveaux de science importants, sur ce qu'on en connaît, comme je disais au début. Donc là, les applications, pour nous, les premières qui sont à 5-10 ans les plus fortes, ça va être déjà de ne pas avoir que le G tout seul, mais de le coupler avec d'autres éléments, le smartphone, la puissance de calcul, donc de l'intelligence artificielle qui est connectée aussi au cloud. Ces trois éléments-là, smartphone plus le G plus le cloud, permet d'arriver à proposer demain des solutions pour mieux suivre par exemple les diagnostics de niveau d'anxiété ou de stress dans le temps, avoir une médecine plus personnalisée, ne pas avoir des gens qui vont prendre des benzodiazépines à longueur d'année alors qu'ils n'en ont pas besoin, qui pourraient avoir un traitement qui soit mieux, plus efficace et plus précis. Éviter les rechutes, faire du monitoring dans le temps. Le G a cette force d'être mobile, d'être très précis dans le temps et de pouvoir avoir une richesse d'informations, quand on disait d'écrire les différentes bandes de fréquences, sur ces informations-là, on peut en sortir beaucoup. Donc il y a tout cet axe de santé mentale et la santé en règle générale, qui sont, je dirais, pour schématiser, des compagnons diagnostiques, pour faire simple.
Est-ce que pour Voilà. avoir accès à ces données, du coup, il faut avoir un EEG sur la tête en permanence? Et donc, est-ce Alors c'est que... ça, le G Ouais, a le défaut d'avoir besoin d'être sur la tête. ouais. C'est son défaut. Le jour où on pourra capter les ondes cérébrales à distance, je crois qu'on aura d'autres problèmes qui vont se poser Alors à nous. il existe des EEG sans contact, mais qui ne sont pas encore performants suffisamment, en tout cas Hmm. par rapport au niveau que nous on attend, qui n'ont pas besoin d'être sur la peau, mais à quelques millimètres, donc sur les cheveux. Ça ne fonctionne pas très bien encore. Mais ça veut dire aussi, et c'est ça, je pense, les applications les plus fortes que je peux te donner, et ce dans quoi nous travaillons, c'est d'intégrer le EEG dans la vie de tous les jours. Donc la première chose qu'on a faite, c'est d'intégrer un EEG dans un casque audio. Demain, ça va être intégré dans des casques de moto, dans des casquettes, etc. Le EEG va être intégré dans tout ce qui est proche. Et le EEG, il faut le voir aussi plutôt aussi comme quelque chose qui est connecté à tout le reste. Aujourd'hui, tu as des écouteurs Apple qui mesurent le cardiaque. Le next step, ils vont mettre de l'EEG, puisque tu peux mesurer de l'EEG dans l'oreille. Donc, ça va venir très Oui, vite. c'était une question que j'allais te poser. Et bon, on pense à Apple parce qu'ils sont très sur la santé, mais de manière générale, un écouteur qui va être dans l'oreille, ça peut mesurer, en théorie, suffisamment bien les signaux du cerveau pour faire office d'eux. Peut-être j'ai un peu simple, mais c'est possible. On n'est pas obligé d'avoir, encore une fois, un horizon de 5-10 ans. Ça pourrait fonctionner dans l'oreille. C'est pas forcément... c'est même pas un horizon de 5-10 ans. Tu as plusieurs sociétés qui font déjà ça aujourd'hui. Alors, oui, d'accord. c'est des petites et jeunes sociétés, donc c'est pas encore mature. Apple va pas sortir un produit qui est pas 100% fiable, donc ils vont mettre un certain temps à le sortir, mais d'ici 5 ans, moi je donnerais moins que ça. Je pense qu'ils sont déjà en train de bosser sur le sujet et que ça va sortir prochainement. Maintenant, la question c'est quelle est l'application avec mesurer du cardiaque, déjà, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ça va être utilisé pour les programmes de sport, etc., ce qui est très bien. Potentiellement, ils font des études en parallèle pour en faire des outils de diagnostic ou d'aide de diagnostic, ce qui est encore très bien. Parce que pour moi, la frontière entre ce monde-là, de la vie de tous les jours et de la clinique, elle va être complètement changée. Elle est de plus en plus fine. La médecine se fait dehors, elle ne se fait plus que seulement à l'hôpital. Et l'EEG a sa place à part entière. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être développées sur le sujet. Donc demain, typiquement, tu prends des écouteurs dans lesquels tu mets de l'EEG pour suivre ne serait-ce que pour suivre je sais pas moi, des patients épileptiques ou le monitoring des fonctions cognitives chez les personnes âgées. Il y a beaucoup de choses. L'EEG peut dire plein de choses. Maintenant, et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'il faut garder en tête certaines limites de ce qu'on peut en comprendre. L'EEG doit être à certaines... donc les capteurs doivent être sur certaines régions du cerveau pour bien capter certaines fonctions cognitives. Donc on peut pas tout faire juste en ayant des EEG dans les oreilles. Voilà. Oui, voilà, donc il y a cette contrainte de position quand même. Ouais. C'est ce que j'allais compléter. Oui, on a évoqué au début, j'avais fait le petit parallèle avec d'autres techniques que j'ai pas forcément citées, mais en disant que l'EEG était plutôt forte dans la résolution temporelle, mais pas franchement la résolution spatiale. Donc il faut en fait être au plus proche de l'endroit qu'on veut mesurer pour pouvoir le mesurer au plus précisément possible. Donc si on se limite juste à des écouteurs dans les oreilles, par exemple le système visuel qui est plus à l'arrière de la tête, on aura beaucoup moins accès à ce type d'informations. Donc si on reste sur des écouteurs qui effectivement sont un petit objet qui est très discret et qui est complètement intégré dans les habitudes du grand public, ça va être assez limité en termes d'application et de type d'information qu'on peut utiliser. Ouais. On va capter les signaux, des signaux spécifiques, mais pas l'ensemble de ce qu'on peut avoir par l'électroencéphalographie en général, si on a accès. C'est tout bête, hein. On est à quelques centimètres de l'endroit où on pourrait avoir plus d'infos, mais il n'y a pas de raccourci possible. Il faut être, en tout cas aujourd'hui, sur l'endroit spécifique, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, notre cerveau, il est en activité en permanence. Donc, c'est pas parce que c'est juste à quelques centimètres. En fait, comme tout fonctionne en même temps, du coup, ces 3 centimètres-là, c'est 3 centimètres de neurones qui sont actifs et qui vont empêcher la captation du signal qui nous intéresse si on est intéressé par une autre région. D'accord. Après, les marchés du sport et les marchés du jeu sont des marchés très, très, très pushy sur le système. Ils ont sorti d'ailleurs plusieurs produits. Les années passées, Nintendo avait fait une manette avec de l'EEG. C'était trop tôt, ça n'avait pas fonctionné, l'électronique n'était pas encore prête, etc. Mais ça avance tellement vite et il y a un nombre de sociétés et de laboratoires de recherche qui travaillent sur cette intégration, ces nouveaux capteurs et cette nouvelle génération de traitement du signal et d'intelligence artificielle, cette augmentation de la quantité de data il y a fort à parier que le monde du jeu intègre
et le monde de l'entertainment en règle générale intègre des mesures émotionnelles dans pas très longtemps. Là, on parle dans quelques années. Le monde de la clinique, comme j'ai expliqué, les différents cas, soit diagnostic, monitoring ou traitement non médicamenteux, on est déjà dedans et il y a une forte dynamique qui est en marche. Sur les troubles de l'attention, le sommeil, le stress, l'anxiété, la dépression, etc. Il y a vraiment une dynamique forte dans laquelle l'EEG est en train de s'intégrer. Maintenant, le cerveau reste encore une fois la chose la plus complexe sur laquelle on travaille, donc ce n'est pas simple de sortir des applications grand public sur laquelle on peut apporter en toute transparence à nos clients quelque chose qui leur serve dans la compréhension qu'ils ont non de ce qui est censé faire. On a quand même un contexte où on reçoit une information, il faut la traiter tout de suite dans l'immédiateté et il faut que ça soit 100% répondant. Fiable. Le cerveau, c'est voilà, peut-être un point. Moi, c'est un point important sur la question de contrôle. Pourquoi chez nous, on n'a pas été faire des machines pour contrôler des souris ou autres? C'est parce qu'on pense que la richesse de l'information cérébrale, il faut l'étudier et il faut l'apporter à l'utilisateur pour ce qu'elle est, pas pour faire du contrôle de souris. Il y a des eye trackers et du contrôle sur des muscles qui fonctionnent aussi très bien pour faire ça. Par contre, leur donner une image de ce qu'est leur état mental ou de comment évolue leur pathologie, ça, c'est intéressant. Et en tout cas, nous, sur l'aspect santé, c'est ce vers quoi on pousse un maximum. Ouais. Bah, je comprends bien. Bon, c'est un peu vos domaines également, mais je comprends bien que moi, mes fantasmes d'applications grand public un petit peu fun, c'est pas forcément la première étape de ce qui va se développer. En tout cas, d'après ce que vous percevez du marché aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de médical ou, j'ai pas envie de dire paramédical, mais enfin santé, wellness, ce genre de choses, dans un premier temps en tout cas. Je pense dans un premier temps, et c'est ce qui a été dans l'histoire de l'EEG, le démarrage, c'est l'entertainment, c'est le jeu. Ah oui. Mattel avait fait un jeu, je ne sais pas si tu te rappelles de ce jeu, il fallait se concentrer pour faire monter une bille. En réalité, le monde du jeu, c'est le premier marché où ça va éclore. Le second, vraiment en masse. Le second marché, ça va être celui du sport, je pense. La santé a un business qui est encore un peu plus, qui met du temps, il y a de la réglementation, il y a tout un tas de choses qui font que c'est plus long. Mais globalement, c'est 3, 4e marché. Il y a des marchés sur lesquels ça va aller très vite et où la nécessité d'avoir de la performance est moins importante. D'accord. Donc oui, il va y avoir des choses dans le jeu, ça va arriver. Donc tu dis, toi, un horizon de 5 ans, ça va commencer vraiment à arriver. On est à un niveau de développement de la technologie qui nous permet de dire que... Est-ce que tu es enthousiaste quand tu dis à 5 ans, ça va vraiment arriver, ou est-ce que tu crois que non, là, on y est, quoi? C'est une super Je te demande de te mouiller, peut-être que tu vas prendre ton joker. Non, je peux répondre à la question parce que j'ai déjà passé 5 ans de boîte, donc je peux te dire ce que j'aurais dit il y a 5 ans, mais là j'ai passé 5 ans. Donc qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Je peux un peu t'en parler, et je pense qu'on est dans un moment où clairement il va y avoir une pénétration de marché forte avec des solutions, en espérant que ça fonctionne et que les gens adhèrent. Parce qu'il faut aussi leur apporter quelque chose qu'ils comprennent. Et ça, c'est pas facile. C'est plus difficile de faire ça que de faire des EEG mobiles. Et ça, dans les 5 prochaines années, ça va vraiment éclore. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à faire pénétrer aussi vite que la nouvelle manette de PlayStation? Ça ira toujours moins vite. Ouais. Donc, est-ce que ça va prendre? C'est une autre question. Ok. Bah, très bien, merci à tous les deux pour ce long et précis exposé sur cette technologie assez enthousiasmante. Diane, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi juste sur les perspectives, à chaque fois qu'il faut imaginer le futur sur la technologie et la science, je repense à quand je revois des films des années 80 et qu'ils imaginaient les écrans géants mais encore cathodiques, et du coup je me dis non mais en fait on peut pas prévoir, c'est pas possible. Oui, c'est sûr que c'est un petit jeu auquel on risque de se brûler un petit peu les ailes. C'est amusant quand même, mais il y a aussi des choses. Il y a aussi des choses qui se concrétisent pas exactement comme on les imaginait, c'est vrai. Mais les écrans géants, ils n'ont pas de tube cathodique, mais ils sont là avec des LED et oui, ils sont beaucoup plus présents dans les environnements, c'est sûr. Ouais, on est d'accord. Tu prends Neuralink, tu parlais tout à l'heure de Neuralink. Le gars est quand même en train de proposer une solution qui dit d'ici fin 2021 que celui qui voudra se le mettre dans la tête pourra le faire.
Oui. C'est quand même pas rien. Ce qui est À marrant la base, avec... c'est fait par Medtronic, Abbott et autres qui font ça pour des gens malades. Oui. Tu vois, Parkinson et autres. Là, c'est une autre dimension. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce genre de choses, et même si le personnage est un peu controversé, avec Elon Musk notamment, ces choses qui paraissaient, pour le coup, vraiment du domaine de la science-fiction qu'évoquait Diane, en quelques années, quand il s'y intéresse, on se rend compte... Alors, il est peut-être à la limite, il voit des domaines qui sont à la limite de se concrétiser, mais en quelques années, ça devient vraiment concret. Et là, en l'occurrence, bon, c'est pas disponible à tout le monde encore, et même si ça prend 2 ou 3 ans de plus, bah, on a vu par le passé qu'il réussit à développer ces choses-là de manière assez convaincante. Donc, oui, peut-être que ça arrivera. Bon, bah merci à tous les deux. Avant de se quitter, je voudrais bien sûr vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver. Alors, je sais pas si Diane, toi, tu as par exemple un compte Twitter ou un endroit où tu veux diriger les auditeurs, ou alors si c'est pas forcément la peine et que tu es tranquille avec tes nourrissons, mais est-ce que tu as une activité en ligne à proposer aux auditeurs? Oui, j'ai un compte Twitter. Après, c'est surtout un profil professionnel pour moi. Donc, j'ai pas mal de tweets en anglais sur le développement du nourrisson et sur les odeurs. Mais voilà, si ce genre de choses vous intéresse... donne-le, je mettrai le nom le compte dans les notes de l'émission, mais donne-le nous ici, comme ça les gens sauront. Je suis en train de me demander lequel c'est. Et sinon, si vous cherchez mon nom, vous me trouverez. Je me tague pas souvent. Diane, le truc. Diane Rekow, R-E-K-O-W. Et on mettra le lien dans les notes de l'émission. Oui, merci. Et Johan, bien sûr, MyBrain, de mon côté, c'est sur mon LinkedIn. Johan Attal, sur mon LinkedIn, vous allez me trouver. N'hésitez pas à m'écrire. D'accord, super. Je te remercie. Je te remercie également, Diane. Merci à tous de nous avoir... Merci à toi. C'était un plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé. Plaisir. Merci de l'invitation. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode classique avec l'actu qui est forcément toujours pleine de choses intéressantes. Je vous fais de grosses bises à tous et à très vite. Ciao, ciao.